Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous vous souhaitons la bienvenue à ces rencontres organisées par la médiathèque du Centre culturel Chibaou. Alors, je dois préciser que ce sont les dernières de l'année. Il devait y en avoir une en décembre, mais qui a dû être malheureusement annulée. Donc, comme bouquet final, on vous propose de recevoir ce soir Larry Martin, et non pas Larry Martin, comme j'ai pu entendu dire. Devant la Salsilla tout à l'heure, il y avait quand même un doute sur l'identité de ce monsieur. Non, il s'agit bien de Larry Kaoma Martin, qui se dit sociologue. On n'en a pas encore la preuve, on verra ce soir. Voilà. Plus sérieusement, c'est quelqu'un qui est connu sur le territoire, dans différents milieux, et je crois que le public présent ce soir l'atteste, puisqu'on en discutait avec quelques personnes juste avant la conférence. Il y a énormément de choses qui se passent ce soir, causeries, vernissages, et donc je suis absolument ravi, je vous remercie d'être venu vous déplacer. J'espère que vous n'allez pas être déçus. Si vous êtes amis avec Larry, j'espère que vous allez le rester. On ne sait pas, on verra d'ici une heure ou deux. Donc Larry, je le disais, est sociologue et il est littéralement traversé par la sociologie, on va dire ça comme ça. Il y pense matin, midi et soir, et en particulier tout ce qui concerne les problématiques jeunesse. Donc sur ce sujet-là, vous avez peut-être vu, il y a quelques documents qui étaient mis à votre disposition devant la salle Sissia. Ces documents sont issus de la médiathèque. Évidemment, il ne s'agit que d'un échantillon. Vous avez loisir ici, dans deux cases, une consacrée à l'audiovisuel et l'autre consacrée à l'écrit, d'avoir accès à une documentation sur le Pacifique en général et sur la Nouvelle-Calédonie en particulier, particulièrement intéressante. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Alors, cette conférence, comme je le dis souvent, est évidemment enregistrée. Elle est également filmée, puisqu'on a notre partenaire Calédonia qui est juste devant. Donc pour les quelques absents ce soir, elle sera diffusée à une date que l'on ne connaît pas encore. Alors, pas tout de suite, puisqu'il y a énormément de conférences qui se passent en Nouvelle-Calédonie. Et actuellement, on est à un rythme, on va dire, 1 mois ou 2 plus tard pour la diffusion. En tout cas, elle est enregistrée par la DCK, elle sera disponible sur notre site dès demain ou dès lundi, sur adck.nc, catalogue de la médiathèque et publication multimédia. Donc je l'ai dit, c'est la dernière conférence de l'année, invité atypique, donc conférence forcément atypique. Larry ne sera pas assis, vous allez voir, il va circuler, peut-être qu'il va chanter même. En tout cas, c'est ce qu'il a fait tout à l'heure, donc je ne maîtrise plus rien. Je ne peux rien vous garantir ce soir. En tout cas, merci Larry d'être venu. Alors, je voudrais remercier une autre personne. Je sais qu'elle n'a pas envie que je le fasse, mais je vais le faire quand même. Il s'agit d'Emmanuel Lostis, qui travaille avec Larry à la DJS, la Direction Jeunesse et Sport, et qui a pu l'accompagner autour de ce projet. Merci à vous deux. Rendez-vous tout à l'heure pour les questions que j'espère... surtout nombreuses, et puis de quoi bousculer un peu notre invité. Merci encore, et puis à tout à l'heure pour les débats. Parfait. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Papa et maman, bonsoir. Alors, Manu l'a dit, sociologue, la sociologie, c'est vrai que j'attendais cette date depuis longtemps, ça fait de nombreuses années. Je suis de l'autre côté, je suis avec vous et puis je regarde. Et puis à une certaine époque, j'avais toute la fougue de la jeunesse et peut-être l'orgueil de dire que oui, j'ai mon diplôme de sociologue et ça me permet de dire oui, j'ai réussi. Et pourtant, ce que j'ai fait, c'est que des fois, je ne faisais que reprendre ce que la personne ici disait, mais ça faisait quand même intelligent, j'ai réussi. Je le disais tout simplement. Des fois aussi, pour prouver que j'allais plus loin dans la discussion, je disais je ne suis pas d'accord avec vous et je rajoute cela, quoi. Pour prouver que j'étais sociologue, avec l'idée peut-être que le premier transfert de complaisance, la complaisance c'est de plaire peut-être à un certain système, c'est qu'on existe au travers de son métier. Donc vous voyez, c'est bien, j'existais au travers de ce métier-là. Mais est-ce que je me connaissais? Voilà. Je m'appelle Martin Larry Kaoma. Martin par rapport à Wegwa, un ancêtre bagnard qui, soi-disant, l'amnésie sociale, vous savez, a fait certaines choses en France. Et il est monté dans un bateau, il est arrivé ici, il a eu sa seconde chance, il a eu entre 8 et 9 enfants.
qui ont eu entre 8 et 16 enfants, et maintenant on se retrouve à plus de 800. Wegwa, Koumak, on traverse la Calédonie jusqu'à Wallis et Futuna. Et oui, tout le monde parle des colons, des colonisateurs, c'est nous, c'est les Martins. Voilà. L'autre chose, Kauma. Kauma par rapport à l'Ifu, tribu de Chaput Keven, ça veut dire où est la maison. Voilà, n'a pas de maison. Alors ça remet quand même en question parfois l'idée selon laquelle les Kanaks, leur nom leur rappelle souvent un tertre, une pierre, une rivière. Nous, n'a pas de maison. Et Larry. Alors Larry, j'ai demandé un jour à ma mère comment ça se fait que je m'appelais Larry, et ça a été révélateur. Elle a dit, à l'époque, il y avait une souris qui s'appelait Larry, un super-héros avec une cape rouge. Quand t'es né, t'avais une tête de souris. J'ai dit, celui-là, on va l'appeler Larry. Étymologiquement, lorsque vous regardez ce que ça veut dire Larry, Larry, ça veut dire celui qui n'a pas d'amis. Donc vous voyez, ancêtre bagnard, pas d'amis, pas de maison, et voilà. Et avec tout ça, on essaie de faire quelque chose. Donc je crois que peut-être mon prénom m'a demandé de faire le lien entre les différentes appartenances. C'est ça, être sociologue, c'est de lier. Donc vous voyez, sociologue, ça n'est pas quelque chose. Je me présente ici et ce soir comme quelqu'un de curieux. Curieux de sa terre, curieux des autres et curieux du monde. Voilà. Mais il manquait quand même une espèce de curiosité. Parce que vous voyez, quand on est sociologue, au début, oui, en fait, sociologue, on dit anthropologue urbain spécialisé dans les relations interethniques. Ça veut dire que je suis des gars, je suis derrière eux en ville, je regarde comment ça se passe, un tourne au trottoir ici, l'autre va par là, voilà. Et je fais mes petites hypothèses à partir de ça. Mais vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, j'enferme le monde dans mon questionnaire, dans mes représentations. Est-ce que je les remets en question? Voilà. Donc à partir de là, je me suis rendu à l'IFU. Et là, à l'IFU, après 10 ans passés à Toulouse, la remise en question a grandement commencé. Fier de mon orgueil et de ce que j'avais appris, je me pose sur la table. Et pour ne pas la citer, parce qu'elle est mariée à René Mollet, c'est Emma Sillot ici présente, elle me dit, voilà, je lance le débat à la tribu en fin 2006, donc c'était il y a 12 ans. Je lui dis, mais tu sais que la coutume, elle doit s'adapter à l'économie. Bah, qu'est-ce que j'ai fait de dire ça? Elle a dit, non, Larry, c'est l'économie qui doit s'adapter à la coutume. Et à partir de là, mon voyage a commencé. Donc ce soir, Emma, je t'apporte ma réponse après 12 années de travail. Voilà. Donc vous voyez, au début, j'enfermais mon monde dans cette espèce de questionnaire, dans mes représentations. Et puis, j'étais un sociologue engagé. Vous savez, ça veut dire quoi, un sociologue engagé? C'est que j'épouse toutes les luttes. La lutte pour la sexualité des phoques en Afrique du Sud. Je ne connais pas, mais ce n'est pas grave. J'épouse. La lutte contre la fourrure. Ce n'est pas grave. Hein, je vais épouser la cause. En même temps, j'offre des morceaux de fourrure. Contre le cuir de vache. Et pourtant, je pense, j'ai un manteau de cuir de vache. Vous voyez, ce qui m'intéressait derrière, c'est que quand on est un sociologue engagé, c'était la colère que les gens ils avaient derrière. Et oui. Pourquoi? Parce que ça me permettait à moi de cautionner la colère qui était en moi. Donc, c'était un moyen pour moi d'exister. C'est ça. J'épousais toutes les luttes parce qu'ils cautionnaient la colère que j'avais en moi. Et puis, à force de froisser les gens parce que vous êtes froissés à l'intérieur, vous commencez à croire aux bonnes rencontres et aux bonnes personnes. Et d'un seul coup, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que plutôt qu'à chercher à modifier l'extérieur pour bonifier votre intérieur, eh bien vous vous rendez compte qu'il faut modifier l'intérieur pour bonifier l'extérieur. Et là, les œillères, elles s'ouvrent. Pendant un moment, je fonctionnais beaucoup avec le ventre, les viscères, les choses qu'on ne peut pas changer. Et je voyais le monde exclusivement avec mon cerveau. J'avais oublié le cœur. Et dès lors que vous goûtez à cette petite chimie, vous vous rendez compte qu'il faut modifier l'intérieur pour bonifier l'extérieur. Et c'est là que le voyage a commencé. Et c'est ce voyage-là auquel je vous invite. Petite intro. Voilà. Donc le transfert de complaisance, qu'est-ce que c'est? Vous voyez? Est-ce que je rentre dans les cases qui sont ici? Est-ce que je vais épouser un modèle ou est-ce que je crée mon propre modèle? Vous voyez ce tapas-là? Voilà, je l'ai fait en 2012. Ça s'appelle tapas vu. Parce que lorsque je montre ça
à la jeune génération, beaucoup disent « mais ça c'est un dessin ». Et pourtant on connaît plus le langage du portable. Et dans tout ça, la preuve, ça contient les deux messages peut-être que je voudrais faire passer ici ce soir. C'est qu'à l'intérieur, il y a la paume des pins des Landes. Ça prouve qu'il y a un certain équilibre. Il y a un pied ici et un pied à l'extérieur. Et c'est cette spécificité que je cherche à faire ressortir. C'est notre spécificité. Qu'est-ce qu'on a à montrer au reste du monde? Voilà. Donc vous voyez, lorsque j'étais en colère, je m'intéressais un petit peu aux différents conflits qui animaient la personne, qui animaient les différents conflits dans l'espace. Voilà qui j'étais à une certaine époque. Des cheveux lents, des bagues, un baggy, bas des fesses, slip novateur, et voilà, c'était moi. Et donc je m'intéressais à l'ensemble des conflits qui régissaient. Le conflit avec soi, le conflit interethnique, le conflit entre quartiers, le conflit entre districts, le conflit à l'intérieur des familles. Tous les conflits qui étaient présents. Et vous voyez, ce que j'ai remarqué, c'est que s'intéresser au conflit, c'est s'intéresser à la façon dont la personne va se positionner. Et c'est découvrir les mondes à l'intérieur d'elle. Je donne un exemple. Le patron et son ouvrier. Toi, l'ouvrier, tu n'as pas respecté le cahier des charges, je vais te renvoyer. Chef, faites pas ça, j'ai respecté le cahier des charges. Vous voyez, on est dans un rapport patron-ouvrier. Et puis de ce coup, l'ouvrier dit, mais chef, faites pas ça. Nous avons 8 enfants. Il glisse de son identité ou de sa fonction et de son statut de travailleur à son identité familiale. Chef, faites pas ça. Ma femme a perdu son travail. Identité maritale. Chef, faites pas ça. Il y a la bande avec les bâches bleues dehors, ils vont arriver. Identité syndicale. Et c'est, vous avez vu là? Vous, c'est comme ça chez vous là-bas? Mais ici, ça ne se passe pas comme ça. Identité régionale. Donc, vous voyez, quand on s'intéresse au conflit, on arrive à découvrir les mondes les mondes qui composent la personne. Et voilà les différents mondes que j'ai pu trouver chez un jeune bien connu de la place. 21 mondes en lui. 21 mondes en lui. La première, vous voyez, ce n'est pas une bouteille de whisky, c'est la silhouette d'une personne. Et c'était rigolo, parce que la personne qui avait dit « Ah, c'est une bouteille de whisky », elle ne connaît pas son histoire. Elle le remplit avec le fameux breuvage écossais. La première identité, c'est celle qui est liée, on va dire, au physique. Vous vous rappelez de ce que disait Gainsbourg. Ce n'est pas avec cette tranche que je vais pouvoir draguer. Je fais des peintures, ça ne marche pas trop, je fais de la musique, ça cartonne, et j'épouse, je rencontre les plus belles femmes. Donc vous voyez, la première, c'est l'identité physique. La deuxième identité, ou le deuxième monde, voilà, je vais l'appeler comme ça, le deuxième monde, c'est ce qui donne un sens à la vie, une émotion, une sensation, une philosophie. Ce sont les premiers pourvoyeurs de sens. Vous avez papa et maman, vous avez papa tout seul, maman tout seul, papa et papa, maman et maman, papa, papa et papa. Vous avez la grand-mère toute seule, vous avez le grand frère qui est devenu le papa, vous avez la tante qui est devenue la maman, le voisin. Bref, c'est tout ce qui donne un sens, une philosophie, une émotion vis-à-vis de la vie. L'autre, vous avez vu un peu plus large, on dirait qu'il prend son envol. Non, ce sont les clans. Et j'ai fait traverser l'ensemble des mondes. Pourquoi ? Parce que c'est un réseau où on échange des informations essentielles, où on peut se reconnaître à travers des valeurs, une émotion. Bref, c'est ce à quoi je m'identifie. Et lorsque je parle de clans, ce n'est pas simplement les clans océaniens, c'est aussi les clans qui se font à la bodega. Là. Et mais t'es né où ? Je suis né à Bayonne. Et moi aussi, je suis né à Bayonne. Et là, on échange des informations. Vous voyez, c'est tout ce réseau-là. Après, il y a les amis, le monde amical, la tribu, le district, l'aire coutumière, la commune, la province, la région pacifique. Bref, 21 mondes. La communauté à partir de laquelle j'appartiens. Vous voyez ? 21 mondes. Donc, vous voyez, remise en question pour l'ensemble des organisateurs sociaux, parce que bien souvent, on ne va pas se cacher, lorsqu'on organise certains projets, l'une des questions qui apparaît en premier,
tu es soit Caldoche, soit Kanak, soit Zoreille, soit Asiatique, soit Vanuatais. Eh bien, vous voyez là, ça remet en question quand même peut-être notre organisation, dans la mesure où l'identité ethno-communautaire ne représente qu'un 21e. Et ça m'a posé beaucoup de questions. Donc j'ai organisé des petits débats avec des jeunes, et notamment Kanak et Wallisien. Et l'autre, il me dit, pour être Kanak, il faut faire son chant. L'autre fait, ah, mais moi, je ne fais pas mon chant, mais j'ai les croyances. Et puis là, d'un seul coup, on tombe dans une course où on va légitimer le fait d'être Kanak. Moi, je suis plus Kanak que toi. Parce que... Et là, on fait une course. L'autre cas, moi, je me sens wallisien, mais je ne fais pas la coutume. Tu n'es pas wallisien, parce que pour être wallisien, il faut faire la coutume. Et là, on repart dans une course pour légitimer son appartenance à la culture wallisienne. C'est rigolo. Parce que lorsque l'on regarde les marqueurs identitaires, ils restent ici. Alors que moi, j'avais l'impression que l'identité, c'était tout simplement un sentiment d'appartenance. Lequel des deux avait raison? Je pense que dès lors qu'on se sent appartenir à, ils avaient tous raison. Peut-être qu'ils donnaient une interprétation différente, mais le sentiment était bien présent. Donc je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'au niveau de notre représentation selon laquelle la Nouvelle-Calédonie est une société de communauté, j'avais en face de moi des individus qui réinventaient, qui repensaient les communautés. J'avais en face de moi non pas des reproducteurs, mais des inventeurs. Peut-être là le second transfert de complaisance. C'est que peut-être on cherche à faire en sorte que l'autre rentre dans mes représentations, dans mes cases. Voilà, ça, c'est l'une des facettes de ce schéma, c'est la façon dont il m'a apporté, aussi la façon à me remettre en question. Je continue, vous voyez, on parle de vivre ensemble. Mais je crois qu'avant tout, pour pouvoir vivre avec l'autre, le vivre ensemble, c'est vivre l'ensemble des mondes qui sont à l'intérieur de soi. La preuve en est, on dit, avant d'essayer de vivre avec l'autre, vis d'abord avec toi-même. Voilà. C'est un indicateur pour dire que les jeunes, là, je ne parle pas d'une jeunesse calédonienne, je parle d'une jeunesse du monde qui vit en Nouvelle-Calédonie. Vous avez vu la multiplicité? Ça, là, c'est le résultat d'une jeunesse qui vit le monde. Parce que, excusez-moi, il y en a qui vivent le hip-hop. Le hip-hop, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose, c'est un art qui est né là-bas aux États-Unis, et pourtant je le retrouve à l'intérieur des identités. Je vais même aller plus loin. Lorsque l'on parle de métissage, le métissage, on a l'impression que c'est deux catégories. Caldoche asiatique, Kanak javanais, vous voyez. Mais regardez, on peut être présent dans une seule communauté et vivre le monde avec l'extérieur. Ça, c'est une fenêtre. Quelle part de l'autre on fait en soi? Vous voyez? Donc le métissage, c'est la reconnaissance de l'altérité en soi. On le vit, on a absorbé le monde. Voilà pour ce schéma-là. La Nouvelle-Calédonie, peut-être, ça n'est plus une île, mais c'est devenu un quartier du monde. Elle l'a absorbé profondément. Et toute cette complexité, l'ensemble de ces identités, voici comment on l'organise au niveau du débat politique, au niveau du débat médiatique, et même ici, au niveau parfois du débat public. On l'organise de deux façons. On est soit indépendantiste, soit loyaliste. On est soit océanien, on est soit européen. On est soit indigène, on est soit colon. On est soit citoyen calédonien ou soit citoyen français. On est soit riche, soit pauvre. On est soit du nord, on est soit du sud. On est soit blanc, soit noir. On est soit gros, soit maigre. On est soit blond, soit brun. On est... Bref. Ça offre une lecture rapide, c'est caricatural. Certes, c'est simple, mais c'est rapide. La binarité, c'est comme ça que je l'ai appelé. Toute la complexité, on l'organise de façon binaire. Et vous avez vu, même peut-être de façon contradictoire et opposable.
mais c'est peut-être aussi un moyen d'exister. Mais ça m'a traduit quelque chose d'assez fort ici. C'est peut-être que notre perception, c'est de savoir ce qu'est le kanak, le caldoche, les oreilles, l'asiatique, dans un contexte calédonien d'opposition, alors qu'avec le schéma précédent, je me suis rendu compte peut-être que la jeune génération se demandait ce que c'était être calédonien dans l'ensemble mondial. Peut-être la focale, elle est vraiment différente. Et toute cette complexité, on va continuer, on l'organise aussi dans les différents discours, ce qu'on appelle le vivre ensemble, la laïcité, le destin commun. Et vous voyez, quand on décortique les propos, les différents discours, voici ce que l'on peut trouver. Le vivre ensemble, c'est une conception, un problème, ou c'est un problème de conception? Je dis ça pourquoi? Parce que vous voyez dans le premier, là, le premier, où c'est marqué modèle, tout en haut, le but, c'est de laisser l'ensemble de ces différences, de ces particularités, de ces singularités à la porte de l'établissement. Et on va épouser ensemble un modèle, une aspiration commune. Venez avec votre uniforme, par exemple, je prends l'espace scolaire. Venez, vous allez étudier, venez, vous allez prendre le statut d'étudiant et vous allez laisser vos particularités à la porte de l'établissement. Voilà. C'est une première perception de ce que peut être le vivre ensemble. Je continue à côté, et celui-là, il est propre aux poètes. La place des cocotiers, c'est l'exposition de la diversité humaine. Venez avec vos différences. Regardez toute cette mixité. Oh, la diversité, elle est là. Ce qu'on a en commun, ce sont nos différences. Regardez, c'est le deuxième vivre ensemble. Pour les deux autres schémas, on va utiliser ce qu'on appelle le projet. Vous voyez, en bas, on va prendre le projet de boîte de nuit. Le projet de boîte de nuit. Tu es wallisien, tu es fort, tu es costaud, tu seras videur. Tu es kanak, jovial, tu as du relationnel, tu as le sourire, tu seras serveur. Toi, tu es asiatique, hein, tu dois savoir compter, tu seras comptable. Moi, je suis européen, je suis le patron, j'apporte l'argent et c'est moi. Voilà. C'est parfois un schéma qui est prêt à réactiver et à renforcer les stéréotypes. Mais c'est une réalité. Et parfois, sur les différences, sur nos dispositions, on va dire, naturelles et culturelles, le quatrième schéma, vous vous rappelez ce que disait M. Paul Néautine en 2003, l'usine du Nord va être un moyen de transcender les différences. On ne voit pas si tu es un homme, une femme, si tu es noir, si tu es blanc, si tu es européen, philippin, anglais. Non, on voit l'ingénieur, on voit la performance, la compétence et l'utilité que tu peux apporter à ton entreprise. Et ce qui est rigolo quand je participe à ce genre de débat, c'est que la personne, quand on commence, la personne qui est au premier schéma, eh bien d'un seul coup, elle arrive à glisser au quatrième schéma. L'autre qui était au deuxième glisse au troisième et on tourne. Et finalement, peut-être elle est là. La complaisance, c'est que la nature humaine, on est responsable de ce que l'on lit, mais pas de ce que l'on peut comprendre. Pour un même mot, on va utiliser 10 000 sens. Pour un seul sens, on va utiliser 10 000 mots. Peut-être il est là, le transfert de complaisance. C'est qu'on est aussi soumis à notre pauvre nature humaine, qui est celle que, voilà, pour communiquer, ça n'est vraiment pas simple. Ce que tu comprends, peut-être que je ne le comprends pas. Donc le premier transfert de complaisance, je veux dire qu'il est lié peut-être au vocabulaire. Vous avez vu, lorsque l'on dit aussi aux jeunes, tu es entre tradition et modernité. Tu es entre tradition et modernité. Ça veut dire que je suis entre deux chaises. Et pourtant, lorsque l'on regarde à l'heure actuelle, j'ai l'impression, vous avez vu tous ces mondes qui habitent les jeunes, j'ai l'impression qu'ils sont composés de l'ensemble de tous ces mondes. Donc, quelque part, vous voyez, notre vocabulaire aussi, il sépare la personne d'avec elle-même. Et puis après, on a tendance à enfermer la personne dans nos représentations et à lui dire « j'adore ta différence », à condition qu'elle me ressemble. Et on la sépare, encore une fois, d'elle-même. Vous avez vu, on parle de vivre ensemble,
mais on n'a pas les mêmes conceptions. On essaye d'échanger pour s'accorder, et encore une fois, on se sépare les uns des autres. C'est le propre de la nature humaine. Et puis m'ennuyant, après 3 mois de page blanche, ma collègue me dit « Hé Larry, t'es un petit peu bougon, ça serait bien que tu ailles te promener. » Alors je sors de mon bureau et je vais me balader à la place des Cocotiers pour tenter de chercher une nouvelle inspiration. Et là, je ramasse toutes les cartes professionnelles qu'il y a autour de la place des Cocotiers. Enfin, toutes, non. J'en ai ramassé 13. Et sur les 13, il y en avait 6. Et vous savez ce qu'étaient les 6 ? Bien-être corporel, massage corporel bien-être, psychologue. Vous savez ce que ça veut dire ? C'est un indicateur pour moi pour signifier que les gens, ils ont peut-être besoin de prendre rendez-vous avec eux-mêmes. C'est curieux. Je dis, mais comment ça se fait que les gens, ils ont besoin de prendre rendez-vous avec eux-mêmes ? Et là, je me fonde dans le vocabulaire qui véhicule à l'intérieur des foyers et je me rends compte d'une chose, on utilise le vocabulaire de projet. L'enfant, il a 4 ans, on lui demande « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et d'un seul coup, vous savez, il y a lui ici et maintenant, il y a lui ici plus tard. C'est quoi ton projet ? Voie professionnelle ou voie générale ? Tu veux faire quoi après le bac ? L'université ou tu veux travailler ? Quand tu vas au travail, tu veux faire quoi ? Quel est ton projet ? Projet de service, projet amoureux, projet de société. On est sans cesse dans le projet. Vivre le temps. Je crois que c'est ça qui est innovateur dans notre société en Nouvelle-Calédonie, c'est de vivre le temps. Vous voyez, après 10 ans passés à Toulouse, j'arrive à Lifou, il est 7h30, je travaille à la province des îles. Il est 7h30, mais je ne veux pas dire mon employé. Eh bien, tonton, il n'est pas là. Ben, tonton, il fait beau, tonton, il est parti à la pêche. Je suis là, je continue. Oh, il est midi, ça veut dire que j'ai faim. C'est rigolo, hein ? C'est la montre qui me disait que j'avais faim. Et moi, je n'écoutais pas mon ventre. Puis j'étais là dans le bureau en disant « Purée, tonton, il a raison ». Ce que j'ai compris aux îles, c'est que c'est l'extérieur, c'est l'espace qui nous fait agir. Il y a une grand-mère qui est partie, on va aider. Tiens, il y a le cousin qui est monté sur le toit de la case, on va aider. Les baleines, elles passent, ça veut dire qu'on doit aller déterrer les ignames. Il y a une feuille qui est tombée. Wow, ça, c'est un signe, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, vous voyez, lorsque l'on vit l'espace, le passé, il est devant, l'avenir, il est derrière. Lorsque l'on vit le temps, le passé, il est derrière et l'avenir, il est devant. Je crois que c'est ça qui est novateur pour la société calédonienne. C'est de vivre le temps pour une population qui vivait l'espace. Donc, on l'a surnommé la théorie Tim-Tif. C'est un peu tiré par les cheveux. On voulait l'appeler Tim Tam au départ. Tim pour toi, ici et maintenant. Tif pour toi, ici dans le futur. Donc finalement, vous voyez, les jeunes, ils ne sont pas entre tradition et modernité, ils sont entre 2 temps et 2 espaces. C'est le carré là qu'on a fait au milieu. Il y a cette espèce de projet-là que l'on veut sans cesse attraper et que finalement, on va peut-être poursuivre toute notre vie. Et pour ce faire, il y a ce qu'on appelle le tierce. Vous savez, c'est quoi là-haut ? C'est par exemple conduire vite. C'est tellement dur de vivre entre 2 temps et 2 espaces, d'essayer de se positionner. Ça génère peut-être de l'anxiété, de l'incertitude. J'ai besoin de me sentir vivant. Je vais conduire vite. Je vais faire du crossfit, tiens, ça me permet de sentir mon corps. Tiens, je vais peut-être aller faire ma prière et me mettre dans la religion. Ça me permet de me recueillir et de prendre rendez-vous avec moi-même. Vous savez quoi ? Je sais comment je vais faire diminuer l'anxiété vis-à-vis du futur. Je vais lire l'horoscope. Amour, santé, travail, argent, TGC. Donc, vous voyez, il y a 4 façons de vivre en Nouvelle-Calédonie. Soit on existe par rapport à quelque chose qui est bien plus grand que soi, Dieu, ou peut-être les forces mystiques et spirituelles, l'animisme. Soit on existe par rapport à la nature, le foie qui répond à l'estomac, etc. Quelque chose de physique, on passe du métaphysique au physique.
Soit on existe par rapport à soi, vous avez vu, hein, l'homme par rapport à lui-même, ou soit on existe par rapport à un tierce, un média. Tu as vu la voiture que j'ai? C'est ça, peut-être qui est bien présent en Nouvelle-Calédonie. Donc, peu importe l'appartenance ethno-culturelle, que l'on soit un homme, une femme, européen, océanien et tout ça, je pense qu'à l'heure actuelle, ce qu'il y a en commun et qui fait relation entre le monde et la Nouvelle-Calédonie, c'est que l'on vit le temps et qu'on essaie de se saisir. Vous avez vu, quand je regarde la Nouvelle-Calédonie, j'ai l'impression qu'elle évolue tellement rapidement, que les repères sont tellement changeants, qu'il y a tellement de variations au niveau des normes, des principes et des valeurs, qu'on se demande comment est-ce qu'on peut se construire. La société évolue rapidement, les groupes évoluent rapidement, et l'individu, comment il peut se construire lorsqu'il n'arrive pas à saisir les repères? En 2013, il y avait quelque chose de fort ici, c'est qu'il y a eu une émergence de conférences et de thématiques. Quelle peut être la fonction de la religion dans une société en construction? Au niveau du Sénat coutumier, on s'est demandé mais quelle pouvait être l'identité? Et dans d'autres sphères encore, on s'est demandé qui on était. Mais c'est un moyen de se poser des questions sur les contours de sa personnalité. Le monde évolue tellement rapidement qu'on cherche à savoir qui on est. Voilà. Donc avec tous ces schémas-là, au fur et à mesure que je rentre dans mon questionnement de 12 années, je commence à prendre de la distance, je prends l'ensemble de ces schémas et je les jette vis-à-vis des différents organisateurs sociaux que je peux voir. Et ça va se présenter après par la suite. Voilà, excusez-moi. Vous voyez, à une certaine époque, nos parents aussi affirmaient la chose suivante. Dans les années 90, il faut que tu réussisses bien à l'école pour avoir une bonne place, pour bien gagner ta vie. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est que quelque part, on avait l'idée que pour réussir sa vie, il fallait trouver deux choses essentielles. La fonction, le métier, l'emploi qu'on allait avoir au sein de la société, mais surtout, peut-être, l'idée qu'on allait exister vis-à-vis du volume de son portefeuille. Et peut-être que les deux composantes, c'était un moyen d'exister, trouver sa place dans la société et bien gagner sa vie. Finalement, quand on regarde bien ce qui s'est passé, autour de moi, j'ai remarqué plein de personnes qui se sont remises en question. Le gars, il est ingénieur nucléaire et il se rend compte que toute sa vie, il a cravaché, mais il ne sait pas pourquoi. Parce que finalement, son but, c'était de briller dans les yeux des autres. C'était de faire ce que ses parents attendaient de lui, c'était de faire ce que la société attendait de lui. Peut-être il est là le transfert de complaisance. C'est qu'on charge de pression, peut-être les uns et les autres, on les charge de pression pour pouvoir les lire, pour les faire rentrer dans une case. Et à une certaine époque, on a hiérarchisé peut-être le bonheur avec l'idée que le bonheur, c'est de se composer en acteur économique. Je fais exprès de dire ça parce que lorsque je traverse l'ensemble des propos des uns et des autres, là, être un acteur économique comprend cette dimension. C'est une idée de bonheur, c'est une idée de réussite, c'est une idée d'être bien, c'est une idée de confort, c'est une idée de sécurité. Bref, on lui confère tellement de choses. Voilà. Mon ami qui s'est remis en question pour pouvoir reprendre son chemin, maintenant il est menuisier, voilà, c'est un exemple concret. Et je vois tout autour de moi ces vies de reconversion, avec l'idée peut-être que la vie, ça n'est pas de briller dans les yeux des autres, mais c'est peut-être de briller en soi. Et lorsque je me penche sur la nouvelle génération, plutôt que d'être bien, c'est-à-dire briller dans les yeux des autres, le but, c'est le bien-être. Et eux, ils interrogent la société sur sa capacité à produire du bien-être à l'heure actuelle. Voilà. Vous voyez ce schéma-là, il a été fait aussi avec les différents entretiens qu'on a fait avec les jeunes. On l'a appelé la pyramide de Mané. Mané, c'est une jeune demoiselle de la tribu de Djoulou à Lifou. Besoin d'appartenance.
besoin de reconnaissance de soi dans l'espace public, besoin de découvrir le monde en soi, besoin de se découvrir par rapport au monde, besoin de se connaître, besoin de se sentir utile, besoin de créer son propre modèle, besoin de s'accepter. C'est ça, le bien-être. Finalement, plutôt que de briller dans les yeux des autres, peut-être que c'est de briller en soi. Vous voyez, au mois de février, il y a eu énormément d'attaques des stations. Et là, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que ces jeunes-là, peut-être, ils avaient besoin de prouver qu'ils appartenaient à la société de consommation, mais par frustration, ils ont défoncé les stations. J'ai même remarqué des choses. C'est les suiveurs. Plutôt que de se sentir seul et mal, il fallait mieux peut-être se sentir mal en groupe. Ils ont suivi. Besoin d'appartenance. Vous vous rappelez ? Théorie Tim Tiff, la société qui nous demande de rentrer dans des cases. Peut-être c'est ça la société actuelle, c'est qu'elle nous sépare de nous-mêmes. Et que la jeune génération, elle demande comment est-ce qu'on peut se retrouver, comment est-ce qu'on peut s'appartenir à soi, comment est-ce qu'on peut s'appartenir avec les différents groupes que l'on compose, et comment est-ce qu'on peut s'attacher au reste du monde. Peut-être c'est ça d'abord le bien-être. Vous voyez, à une certaine époque où on pensait que la société, c'était une condition indispensable pour participer au bonheur de l'individu, on remarque peut-être qu'à l'heure actuelle, les jeunes affirment la chose suivante, le bonheur part d'abord de soi. Et peut-être qu'il n'est pas économique. Je préfère me sentir bien à faire mon champ, à être menuisier, plutôt qu'à faire facteur ou ingénieur nucléaire. On assiste à ça au niveau de la société calédonienne, entre l'être bien et le bien-être. Et toutes ces représentations-là, je les ai pris et je les ai jetés par rapport aux différents acteurs qui dessinent les contours de l'identité calédonienne ou du moins de la Nouvelle-Calédonie vis-à-vis du reste du monde. Vous avez vu, on a le monde et l'État, on a les différents organisateurs sociaux, on a les parents et on a les enfants. Le premier schéma, c'est la première circulation, c'est le monde, l'État aux différents organisateurs sociaux. Il y a eu un transfert de compétences, certes, un transfert de technicité. J'ai remarqué deux choses, avec trois exemples. Le premier exemple, c'est le frère qui regarde son propre frère et on lui dit « Eh, t'as vu, ton frère, il a sorti un nouveau 4x4 ». Et l'autre, il dit « Ah, c'est pas grave, il va se planter avec ». Comment est-ce qu'on peut souhaiter ça à son propre frère ? Voilà. C'est peut-être que la société calédonienne, elle est gagnée par quelque chose de bien précis. C'est que pour exister, il faut avoir, il faut l'image et il faut le plaisir. Je donne un exemple bien précis. L'avoir, j'ai une bouteille de whisky. L'image, je me prends un selfie avec. Le plaisir, regardez, je fais la fête avec ma bouteille. Je ne fais pas de selfie avec mes copains, je fais un selfie avec ma bouteille pour dire que j'en profite et que je vis et que c'est un moyen pour moi de faire la fête. Oui. Mais d'où vient cette idée ? Peut-être que cette idée-là vient de l'extérieur. Peut-être c'est ce qui fait que le frère est gagné d'une certaine convoitise et d'une certaine jalousie vis-à-vis de son frère, parce qu'à l'heure actuelle, il faut avoir. Donc c'est rigolo, dans une société où il fallait être, d'un seul coup, pour exister, il faut avoir. Je continue, deuxième exemple. D'Abéa sur mer. Voilà, on a vécu 4 ans là-bas et puis on a été en observation. Dans un même quartier, voilà, je le répète assez souvent, et je crois que voilà. Dans un même quartier où il y a des cultures différentes avec le même revenu économique, la discussion est facile. Dans un même quartier où il y a la même culture, où les gens se sentent appartenir à la même culture, où les revenus économiques sont vraiment différents, la discussion est difficile. Pourquoi ? Parce que l'autre va toujours nous rappeler ce qu'on n'a pas et peut-être ce qu'on aimerait. Pour exemple, moi, on me demandait souvent « Où est-ce que tu habites ? Où est-ce que tu habites ?»« J'habite là-haut. »« Tu habites dans les villas ?» Direct, tout. On sort les billets de tombola américaine, on sort les cartes de bingo. D'un seul coup, on ne me voyait plus comme Larry, on me voyait comme un espèce de financeur de jeu. Voilà. Je continue même un peu plus loin, au niveau de la société. Vous voyez, au milieu, là, il y a ce qu'on appelle la société de consommation, la société économique.
Et nous, les uns et les autres, on va se regarder, puis on va jouer sur nos différences pour pouvoir légitimer notre course à la société économique. Et tu as vu, toi, tu ne peux pas faire ça parce que toi, tu viens de France. Et tu as vu, toi, tu ne peux pas faire ça là parce que toi, tu as un planche à voile. Voilà. Tu ne peux pas avoir accès à l'usine parce que tu as un planche à voile. Et tu as vu, toi, tu ne peux pas avoir ça là parce que tu es une femme. Et tu as vu, toi, tu ne peux pas faire ça parce que toi, tu es un Tahitien. Et ça, c'est à nous. J'ai l'impression que la société économique met les uns et les autres dans une certaine situation de compétition, dans une certaine situation de concurrence, et on va se servir de nos différences pour prouver à l'autre qu'on est plus légitime pour avoir accès à la société de consommation. Donc vous voyez, 3 exemples. Hein. Le frère qui a le désir de prendre ce que son frère il a. Dans les quartiers où l'autre nous rappelle un volume de portefeuille, et cette espèce de compétition qui est posée par l'aspect économique, j'ai l'impression à l'heure actuelle que les critères marchands sont bien présents dans nos relations sociales. Voilà. Le transfert de complaisance, c'est cela. C'est que le Calédonien, peut-être, son être, il l'a mis de côté pour pouvoir absorber la volonté d'avoir. L'être, peut-être, c'est fait avoir. Voilà. Et ça a bien été présent dans notre vocabulaire. Donc, vous voyez, de le monde à l'État, un certain transfert de complaisance. Des organisateurs sociaux aux parents. Et lorsque je parle des organisateurs sociaux aux parents, ce sont soit les politiques, les médias, les différentes associations, peut-être d'ordre culturel, bref, tous ceux qui offrent une certaine direction. Là, je vais travailler sur les limites des discours. À une certaine époque, on disait « allez vous former pour pouvoir occuper une bonne place et bien gagner votre vie ». J'ai trouvé 5 limites à ça. La première des choses, c'est peut-être le discours de l'infantilisation ou paternaliste, comme on veut. Telle institution agit pour vous. Ceci est un message de telle institution. Vous savez, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que la société, elle nous demande de faire, mais ne t'inquiète pas, l'institution va faire pour toi. Donc, ça peut paraître aussi contradictoire. Voilà. L'autre, c'est que bien souvent, lorsque l'on organise la société, on s'appuie sur les chiffres. Et vous voyez, quand on s'appuie sur les chiffres, peut-être que l'on fait ressortir les différences et qu'on permet aux uns et aux autres de camper sur leur représentation et sur leur position. Donc, c'est rigolo qu'on essaie de faire ressortir les différences, alors que peut-être à l'heure actuelle, on a besoin de savoir ce qui nous ressemble. L'autre vocabulaire, c'est la volonté de communiquer. La Nouvelle-Calédonie est le pays de l'enrichissement des cabinets de consultants. Première des choses, il y a un problème. C'est rigolo qu'on doit toujours traiter des problèmes. Il y a un problème. Ah, il y a un problème. Notre perception de la vie, c'est de voir que peut-être la vie, tout simplement, est un problème. Vous allumez la télé, vous n'êtes pas dépressif avec la télé, non ? Voilà. On dirait que dès qu'on est, on est victime de soi, on est victime d'être vivant. Voilà, c'est un problème. Mais vous inquiétez pas, on va faire une enquête, on va faire un diagnostic, on va vous apporter des solutions. Vous voyez ce que c'est ? À chaque fois, on communique sur la volonté de faire. On va faire. Et c'est rigolo qu'à l'heure du référendum, on demande à la Calédonie si c'était assez mûr pour pouvoir se prononcer sur sa capacité d'être un adulte. Voilà. Mais à force de vouloir tout le temps remettre à demain ce que l'on doit faire aujourd'hui, lorsque je parle de ça, je dis qu'on va faire, on va faire, on va faire. C'est ça la propre du diagnostic. Hein. Vous inquiétez pas, on va faire. Eh bien, peut-être qu'on conserve la Calédonie dans son état d'adolescent, là où elle s'interroge sur sa capacité d'être un adulte. Voilà. Donc on dit aux parents, faites en sorte que vos enfants travaillent bien à l'école. Alors là aussi, je vais travailler sur les limites, sur le rapport des parents avec les enfants. Qu'est-ce qui fait qu'une maman se lève à 4 heures du matin pour aller s'occuper d'enfants dans une autre famille, alors que les siens qui ont le même âge que les enfants dans la famille, là où elle va travailler, elle ne surveille pas s'ils se lèvent avec des conditions favorables pour travailler à l'école, s'ils ont mangé, s'ils vont pouvoir être assez concentrés et attentifs lorsqu'ils vont recevoir le savoir scolaire. Qu'est-ce qui fait qu'on déplace les fonctions maternelles ? On m'a dit un jour, Milou le papa. C'est pas faux. Mais c'est une réalité. Qu'est-ce qui fait
qu'on déplace les fonctions maternelles. Qu'est-ce qui fait que la maman va s'occuper d'enfants, d'autres enfants, dans une autre famille? Lorsque vous lui posez la question, la première des choses, elle dit, c'est pour leur offrir une meilleure éducation. Donc l'éducation, c'est quoi? C'est d'apporter les conditions matérielles pour que votre enfant grandisse bien. Finalement, c'est d'offrir des bonnes conditions matérielles pour que la plante puisse s'épanouir. Donc on passe notre temps à réfléchir à la façon dont on va nourrir le ventre, et par notre absence, on ne doit pas réfléchir à la façon dont on peut nourrir son esprit. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a le professeur des écoles. Mais ne vous inquiétez pas, il y a l'éducateur. Et si ça ne marche pas, il y a les psychologues et les psychiatres. Et si ça ne marche pas, vous inquiétez pas, il y a la justice, il y a l'île de l'oubli. Et si ça ne marche pas, ne vous inquiétez pas, on va demander au Sénat de coutumier de faire une enquête. Et si ça ne marche pas, ne vous inquiétez pas, il y a le GSMA. Vous voyez là où je veux en venir? C'est que le transfert de complaisance, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, on délègue nos propres responsabilités. Et dans ce jeu de délégation, à petite échelle, dans l'une des communes, là, ils ont dit « Ah, mais ça, c'est à cause de la loi des Blancs parce qu'on ne met pas la stickage. » Les Blancs, ils ont dit « Non, mais parce que... comment ils ont dit ça? C'est à cause des parents parce qu'ils ne s'en occupent pas. » Les parents disent « Mais non, mais c'est à cause des instituteurs, ils s'occupent mal de nos enfants. » Les instituteurs ils disent « Mais non, mais s'il vous plaît, les politiques, répondez. » Et puis d'un coup, non, c'est au chef coutumier de répondre. Bref, on est à chaque fois dans des espèces de délégations, d'éducation. Et ça apporte deux niveaux. Le premier niveau, c'est peut-être de dire, puisque c'est à l'autre de faire, moi je peux rester tranquille. Mais si on prend nos responsabilités puis on dit c'est aux parents de faire, ça permet à tous les autres aussi de se reposer. C'est ça le transfert de complaisance. Ce n'est pas simplement de remettre à demain ce que l'on doit faire aujourd'hui, c'est de dire à l'autre ce qu'on aimerait bien qu'il fasse pour nous. Voilà. Et c'est peut-être le propre de notre société. Voilà. Et donc... Merci. Donc, lorsqu'on le regarde de ce schéma-là, et je prends un certain recul, je remarque deux choses essentielles. C'est qu'il y a des personnes qui disent qu'il faut un développement social par l'économie, et les autres disent qu'il faut un développement économique par le social. Vous savez, c'est quoi la différence? Il y en a qui disent qu'il faut exclusivement du développement social par l'économie, il faut produire des acteurs économiques. Et les autres, ils disent, mais non, il faut un développement économique par le social. C'est-à-dire que dans nos rapports, il faut ramener un petit peu d'humanisme et un peu d'aspect humain. Je crois que la Nouvelle-Calédonie, c'est ça. C'est des confrontations de représentation de la vie. C'est des confrontations de modes de pensée. C'est des confrontations des modes de consommation. Parce que vous voyez à l'heure actuelle, lorsque l'on regarde les parents et les enfants, il y a une flopée d'inventeurs à l'heure actuelle. C'est simple, il y a une nouvelle façon de consommer. Même pas une nouvelle façon de consommer. Il y a une réactualisation, comme ils disent, de ce que les vieux y faisaient. Il y a une nouvelle façon d'enseigner. La petite école dans la montagne, qui sera toujours plus petite que la montagne, mais qui va faire des esprits peut-être plus grands que la montagne. Il y a des nouvelles façons de consommer, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'inventer la vie, et peut-être même qu'on la réactualise. Donc vous voyez, à l'heure actuelle, peut-être qu'au niveau de la Nouvelle-Calédonie, c'est ça. On a des reproducteurs et des inventeurs. Mais même au niveau des inventeurs, lorsqu'ils essaient de faire ressortir un nouveau mode de pensée ou un nouveau mode de consommation, les journaux, les clips, vous regardez Amazon.fr, Netflix, l'ensemble des séries qui sont à l'intérieur, on a l'impression qu'il faut être égoïste et méchant pour pouvoir être riche. C'est du grosso modo que je dis. Mais lorsque vous regardez les schémas à l'intérieur, les schémas qui sont véhiculés, c'est des schémas compétitifs qui priment le fait que pour être un bon acteur économique et jouir de la vie par rapport à l'argent, il faut être dans un rapport dominant-dominé
bienvenue dans le monde de la compétition. Donc vous avez beau essayer d'inventer, d'ouvrir la discussion et de donner des bonnes paroles à vos enfants, on est tous avec un écran et on est tous rattachés au monde. Voilà, c'est peut-être ça le transfert de complaisance. C'est que vous avez beau avoir une bonne foi pour essayer d'exprimer toute votre richesse, de vous considérer comme un inventeur et d'innover, le monde essaiera toujours de vous ramener à lui. Voilà. Donc pour terminer, je vais prendre ce schéma-là, qui est celui de l'équilibre, et tenter de définir moi ce que je peux faire à mon niveau et comment est-ce que je peux participer pour glisser un petit peu d'équilibre dans les relations. Alors vous voyez, il y a ceux qui pensent qu'il faut un développement social par l'économie, et il y a ceux qui pensent qu'il faut un développement économique par le social. Il y en a qui pensent que le temps, c'est de l'argent. Et il y en a d'autres qui disent, mais non, il faut prendre du temps pour soi. Il y a les autres qui disent, la terre appartient à l'homme, et les autres qui disent, l'homme appartient à la terre. Il y en a qui disent, on est soit utile, compétent et performant en tant qu'acteur économique, et les autres qui disent, on est soit bourreau, victime ou héros. Les autres, ils disent, le vivre ensemble, c'est une conception à problème. Vivez ensemble. Et les autres, ils disent, le vivre ensemble, c'est peut-être un problème de conception, mais c'est facile si tu ouvres ta porte. Vous voyez ? Les uns disent, qui se ressemblent, s'assemblent, et les autres disent, les opposés s'attirent. Mais il suffit de prendre un petit peu d'ici, et le mettre au milieu en termes d'équilibre. Et lorsqu'on regarde la chose, les opposés se ressemblent, donc s'attirent, et pour finir, s'assemblent. C'est peut-être ça la notion de l'équilibre. C'est de savoir qu'est-ce qui fait que les uns et les autres se ressemblent, plutôt que qu'est-ce qui fait que les gens soient différents. Alors trois choses. Moi, à mon niveau, pour tenter d'avoir l'équilibre, je me suis dit la chose suivante. Je crois aux bonnes rencontres. Je crois aux bonnes personnes et j'espère le meilleur pour l'autre. Croire aux bonnes rencontres. Espérer le meilleur pour l'autre et s'entourer des bonnes personnes. C'est le seul moyen, en ce qui me concerne, de croire en l'homme. Et je continue. La deuxième mesure peut-être que je me pose, vous voyez, terre de parole, terre de partage. Je cherche la parole qui va faire en sorte que les personnes qui veulent faire du fric, qui veulent faire de l'argent au détriment d'autrui, je ne dis pas de faire du fric ou de faire de l'argent, je dis de faire du fric et de l'argent au détriment d'autrui, puissent trouver la force de se rendre compte qu'en Calédonie, il y a cette espèce de monde paisible que peut-être l'extérieur nous montre. L'extérieur nous montre que cet ensemble paisible risque de disparaître. Donc il faut apprendre à composer avec autrui. Je cherche aussi le mot qui va faire en sorte que les personnes qui ne veulent rien faire et qui veulent prendre à l'autre, soient gagnées d'un certain moteur pour se lever le matin et puis pour dire voilà, j'y vais et je compose avec les autres. Terre de parole, terre de partage, c'est ça. C'est de savoir qui est l'autre. Plutôt que de chercher à nous opposer, peut-être qu'il faut chercher à s'opposer. Peut-être qu'il est là, terre de parole, de partage. Alors j'ai trouvé quelque chose, moi, c'est la deuxième mesure, c'est que je dis bonjour, c'est la bonjourite. Vous vous rappelez cette vieille maladie calédonienne là ? D'ailleurs, quand les gens ils arrivent, ils disent tous « j'adore la côte Est », parce qu'on se dit tout le temps « bonjour, bonjour, bonjour ». Il y a quelques années ici, vous vous rappelez, on se dit tout le temps « bonjour, bonjour ». Cette vieille maladie calédonienne, la bonjourite, où tu passes plus de temps à faire la statue de la liberté, à respirer l'air de tes aisselles plutôt que l'air ambiant. C'est ça que j'aimerais redonner, c'est cette bonjourite-là. Voilà.
Et puis, la troisième mesure, j'ai trouvé ça à l'entrée de Rivière-Salée. Babette maîtrise l'agencement des rayons. Pas besoin d'entendre pour cela. Pourquoi se priver de ses compétences? Changeons de regard sur le handicap. Deux choses essentielles, peut-être que on réfléchit avec ses oreilles. Voilà. Peut-être qu'on réfléchit avec ses oreilles. Pas besoin de ça. Pas besoin d'entendre pour cela. Là où je veux en venir, c'est que changeons de regard sur le handicap. Les personnes qui sont sourdes sont en situation de handicap. Alors moi, je me pose une question certaine. Qui ne s'entend pas et ne s'écoute pas? Qui n'entend pas et n'écoute pas ses enfants? Qui n'entend pas et n'écoute pas sa jeunesse? Qui n'entend pas et n'écoute pas sa population? Qui n'entend pas et n'écoute pas les revendications sociales? Car c'est la seule condition pour qu'une société produise de la société. C'est signe de vitalité culturelle plus que de sclérose. Je ne suis qu'un passeur. Je dis ça, je dis tout. Je vous remercie. Merci Larry. Donc, je ne sais pas si les personnes qui t'ont entendu ou écouté souhaitent désormais te répondre. En tout cas, les micros sont à votre disposition de part et d'autre de la salle. Vous êtes nombreux, mais n'hésitez pas à nous faire un petit signe. Bon, c'est toujours la première question qui est difficile à poser. Ah, devant. Oui, Larry, je voudrais vous remercier pour cette conférence qui fait du bien et en même temps qui fait du mal. Parce qu'elle fait du bien parce que je pense que la société à l'échelle de la planète, elle a en fait ce questionnement et elle a envie de changer les choses. Mais elle fait du mal parce qu'en fait, on se dit, on va commencer par soi-même pour être en accord avec ses valeurs. Mais comment faire pour que ça... On peut dire par son exemple, comme on discutait tout à l'heure, on peut dire par son exemple, on donne envie aux autres d'être heureux aussi et peut-être de changer le système. Mais ça me semble tellement énorme. Moi, je prends la Calédonie, par exemple. Je suis partie de métropole en 90 pour changer de modèle de société, pour sortir du modèle de consommation. Je suis arrivée ici, tout le monde disait bonjour, c'était super tout ça. Et puis, pour donner du travail aux gens, les usines sont arrivées. Et pour moi, tout le côté, justement, qui fait mettre en valeur l'argent. Et donc, il y a en Calédonie un cœur énorme, mais qui est en train de battre de moins en moins, parce que la notion du pognon, elle est partout. Et même dans le projet de devenir une Calédonie adulte et de plus rester un adolescent, ben même là, ça y est, le pognon, il y est. C'est les usines, c'est si ça. Donc, moi, personnellement, je suis désespérée. C'est ce que je voulais dire. Donc, c'est pas une question en soi, c'est de dire, Larry, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que nos jeunes, je découvre, et j'en étais intimement persuadée, que nos jeunes, ils ont une meilleure vision du monde, ils intègrent tout. Et quand moi, je veux aider les jeunes en disant, eh ben moi, j'ai un gros cœur et je voudrais que les jeunes s'aiment, on me répond, mais t'as pas de diplôme, qu'est-ce que tu veux faire? Oui. Et je retourne dans ma cuisine. Merci. Mais pour tout vous dire, moi par contre, j'ai super bon espoir, parce que je vois ici une partie des extraterrestres. Ce sont des personnes qui remettent en question, on va dire, les représentations héritées du monde et qui sont blindées d'un moteur à l'intérieur d'eux là.
cette jeunesse-là, elle est bien présente. Mais est-ce qu'on arrive à faire en sorte de l'exposer? L'imaginaire calédonien, vous avez vu, ouais. Lorsque je regarde des groupes de hip-hop qui font leur battle ici et qui vont à l'extérieur, non seulement ils transportent les spécificités, on va dire, culturelles, parce qu'ils mettent des pas de tchap ou à l'intérieur de leur danse, mais ils arrivent à transporter la bonne humeur et l'humour. Voilà. Ça, c'est rien qu'un indicateur pour dire que, purée, qu'est-ce qu'on a apporté au reste du monde? C'est déjà la première des choses. Donc, j'ai bon espoir. L'autre chose, c'est que peut-être quelqu'un a envie de répondre ici. Monsieur Wachetine, vis-à-vis de l'économie, est-ce que vous êtes optimiste? Je fais exprès de vous passer le micro. Arrive, s'il est d'accord pour répondre. S'il te plaît. Oui, merci Larry. Bonsoir à tous. Merci déjà pour la prestation que tu as livrée ce soir. Disons que tu es fidèle à toi-même et fidèle à tes convictions, fidèle aussi à l'intelligence aussi de tes propos. Et je suis surpris quand même que tu me passes quand même la parole assez brutalement comme ça. À ta question, je vais être bref. La réponse est oui. La réponse est oui. Parce que je pars du principe que le moteur de la société calédonienne, c'est d'abord les humains. L'économie, c'est en option. Je ne sais pas, il y a des gens qui habitent dans les îles, ils n'ont pas forcément fait, des îles désertes, par exemple. On a beaucoup de romans, Robinson Crusoe, etc. Ils n'ont pas forcément d'économie, mais ils vivent quand même. Donc je pars déjà sur ce premier principe. À partir du moment où on a la vie déjà, il faut déjà la préserver. Et on se débrouille après pour trouver ce qu'on a, avec les moyens du bord, pour que cette vie soit préservée. L'économie vient en option. Et que, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a, c'était d'abord pour préserver l'être, pour qu'on continue d'exister. C'est ça, hein? Et d'ailleurs, je rebondis une seconde sur ce que tu as dit. Je fais une allusion à ce que Descartes a dit. Je pense, donc je suis. Aujourd'hui, c'est je dépense, donc je suis. Et l'économie, c'est ça. On a fait en sorte que le curseur soit déplacé sur le je dépense, comme tu as dit, pour résumer, pour pouvoir exister. Mais pour revenir un instant sur l'économie du pays, et je finis par là, c'est que oui, je reste profondément optimiste parce que y a tellement de choses à faire. La seule matière grise que nous avons, ou peut-être pas, mais il y a un élément que nous n'avons pas encore exploré, c'est justement l'intelligence de l'humain. Parce que pour le moment, il est resté prisonnier de cette intelligence. Cette intelligence qui donne ensuite naissance à toutes les innovations. Pour le moment, tout le discours paternaliste enferme ces potentiels-là. Il faut pouvoir la libérer. Je ne sais pas, je ne détiens pas non plus les formules magiques pour libérer justement ce potentiel. Mais pour revenir justement à l'économie, oui. Si jamais c'est nous qui prenons, si c'est l'homme qui prend en main l'économie, oui. Il ne faut pas que ce soit l'économie qui prend en otage l'humain. Et aujourd'hui, la société calédonienne, c'est pour ça qu'on a basculé dans la consommation, c'est parce que c'est l'économie qui prend en otage l'humain. Il faut que ce soit l'humain qui prenne le contrôle de l'économie. Je n'ai pas répondu précisément à la question, mais c'est un élément de réponse. Je dépense, donc je suis. Merci. Merci Wado. Bonsoir. Ici. Donc moi je rejoins M. Wachetine. Oui, je suis pour le oui pour l'économie. Je le remercie parce qu'il a utilisé le mot paternalisme et ça va être une de mes questions. Donc vous avez parlé de délégation de responsabilité. Quand on utilise le on, c'est une forme de déresponsabilité. Donc il y a un moment où il faut qu'on aille sur le chemin du je ou du nous. Ensuite, à un moment, vous avez parlé des 3 points là, et vous avez dit s'entourer de bonnes personnes. Alors, moi, j'ai une réticence sur ces bonnes personnes parce qu'on revient dans ce monde duel où d'un côté, il y a les bons, d'un côté, il y a les mauvais. Donc, il va falloir revenir un peu dessus. Parce que pour le silo, ici, j'avais participé à une intervention de M. Wapocho qui disait que autrefois, même les adversaires
étaient installés à côté. Ça veut dire qu'on se construit ensemble, les uns avec les autres. Et par rapport au paternalisme, tout à l'heure, vous avez posé la question de qu'est-ce qui fait qu'on déplace la fonction maternelle? Mais il est où le père? Donc effectivement, dans des sociétés paternalistes, à partir du moment où on vient jouer le rôle du père, qu'est-ce qu'on laisse au père? Au père qui est juste là à côté, le papa. Ensuite, dans la société calédonienne, il y a plein de papas qui sont encore assis au pouvoir, qui sont encore assis au niveau des institutions, qui ne laissent pas passer la main. À quel moment cette jeunesse, elle devient papa? Merci. Merci beaucoup. Je crois que tu dois répondre, Larry. Je sais, c'est fou, mais... Oui. Vous voyez, des fois, hein, quand je me balade et des discussions avec les amis, il y a une certaine virulence où les uns et les autres souhaitent un renouvellement de la classe politique. C'est ce qui est dit, c'est ce qui est primé. Et lorsque je me dis, mais en fait, lorsque l'on creuse la question, c'est un renouvellement peut-être des idées de la classe politique en premier niveau. Et en deuxième niveau, c'est la façon dont on a utilisé l'outil politique. Donc ça, voilà, les discussions avec les uns et les autres, voilà, nous demandent à chaque fois comment est-ce qu'on utilise l'outil politique à des fins, on va dire, bienveillantes et peut-être humaines. Et voilà, voilà ma réponse. Bonsoir. Je voudrais faire le lien avec... merci d'abord pour votre intervention. Je voudrais faire le lien avec ce qu'a dit la dame quand elle dit je retourne à ma cuisine. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais partout la cuisine c'est un lieu de création, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange. On dit beaucoup, nos jeunes, voilà. Bon, on peut aussi leur apprendre à faire la cuisine, parce qu'apprendre à faire la cuisine, c'est à la fois le lien à la terre, c'est le lien avec le faire, le transformer, c'est le lien avec l'autre, l'accueil. Voilà, ça peut être un début d'apprendre à faire la cuisine. J'ai dit, merci. Bonsoir. D'abord, merci pour cette conférence qui a été vraiment très, très simple à comprendre avec les exemples que vous avez donnés. Vraiment parfait. Pour revenir à la question de la dame là-bas, j'ai pensé aux archétypes. Quand on parle de famille, on parle évidemment des parents, mais on oublie qu'il y a un archétype des parents. C'est-à-dire que chacun des parents incarne un rôle particulier face aux enfants. Et ce rôle particulier, il va être transmis à l'enfant, ce qui va permettre à l'enfant d'incarner ce rôle plus tard dans la vie. Et je crois qu'il y a 4 rôles importants à redéfinir et à réincarner au sein de chaque famille, au sein même de chacun de nous. Le premier rôle, c'est peut-être le rôle de la maman, c'est-à-dire le rôle de recevoir. Si je vous écoute, si je vous reçois, je vais pouvoir établir un échange avec vous. Je crois que ce recevoir a été perdu parce qu'on est tout le temps en train de se positionner par rapport à l'autre dans une espèce de crainte, je ne sais pas, une peur quelconque. Alors que recevoir, c'est simplement dire « je vous entends ». Voilà, vous avez dit quelque chose, je vous entends. Ce sont les bras enveloppants de la maman lorsque l'enfant s'est blessé. Elle ne cherche pas à le juger ni à lui faire de reproches, elle l'entend. Le deuxième rôle, c'est le rôle de la validation, c'est de donner de la valeur. Vous savez tous l'exemple concret de 2 personnes qui vont voir le même film. L'une a trouvé absolument époustouflant, l'autre abominable. Pourtant, c'est le même film. Autrement dit, l'une lui a donné de la valeur et l'autre pas. Eh bien ça, c'est le rôle archétypal du papa. C'est celui qui donne de la valeur à ses enfants, qui lui dit, voilà, vous êtes 17 enfants dans la famille et je vous aime tous les 17. Vous avez chacun un talent particulier et je ne vais pas chercher à vous comparer les uns aux autres. Ça, c'est le rôle archétypal du papa. On peut l'incarner en soi si jamais je suis capable de reconnaître dans votre discours des parties différentes.
parce qu'elles sont bien légitimes, bien expliquées. Je vais donner de la valeur à votre conférence, parce qu'elle vient entrer en résonance avec cette capacité à valider que j'ai développée en moi. Troisième valeur, c'est la valeur de guider, c'est le rôle du père. Il donne un éclairage. Il va dire « Ok, mon enfant, tu as envie de faire architecte, pourquoi pas ? Et, ah oui, hier tu voulais être ouvrier, pourquoi pas ? Je vais te donner les outils pour te permettre d'aller vers ce qui t'importe le plus. » C'est guider. Guider, c'est ne pas créer de clivage, justement. Ce n'est pas dire « ça, c'est mieux que ça ». Le guide, quand il fait visiter la ville de Nouméa, il dit à droite le musée, à gauche la plage. Il ne va pas dire que c'est mieux ou pas. Voilà, c'est le guide. C'est le rôle du père, le fameux père. Et chacun peut l'incarner. Il n'est pas nécessaire d'être un homme pour incarner le rôle de père. Le quatrième rôle archétypal, c'est celui d'agir. C'est-à-dire la capacité à mettre en action ce qu'on a décidé de se faire arriver. Donc c'est le rôle en général archétypal de la mère. C'est celle qui pourvoit à l'intendance, qui va faire la cuisine, le repas, faire en sorte que vous n'ayez ni froid, ni soif, ni faim, ni peur. Voilà, ce sont les 4 rôles archétypaux qu'on a peut-être perdu de vue et qu'il s'agit de redévelopper en soi. Il n'est pas nécessaire pour cela d'être un homme ou d'une femme, d'être blanc, noir, jaune, d'être d'une culture particulière. Je pense que ce sont des valeurs universelles. Et si on les réincarne petit à petit, on va se réapproprier le potentiel humain qui fait peut-être défaut. Et vous avez 1000 fois raison, oui, c'est le maillon humain qui est faillible. Ce n'est pas le système. Vous prenez un système où vous mettez des humains absolument performants, vous avez un système performant. Donc, vous avez 1000 fois raison, c'est nous. C'est chacun de nous qu'il s'agit de redévelopper. Et pour cela, s'observer et s'écouter les uns les autres. Et surtout, noter ces 4 rôles archétypaux, ils sont tellement fondamentaux. Prenez une suite logique. J'avais envie de prendre le micro parce que pour vous parler, donc j'ai ressenti le besoin de prendre le micro. Donc j'ai accueilli, j'ai reçu en moi cette émotion de « tiens, si je prenais la parole pour dire quelque chose ». Donc je me suis écoutée moi-même. C'était le premier rôle. Le deuxième que j'évoquais tout à l'heure, j'ai légitimé en moi ce désir de prendre la parole. Si je ne l'avais pas légitimé, je n'aurais jamais osé prendre la parole. Donc il a fallu que je le légitime en moi. Troisièmement, je vais essayer de donner une lumière, un éclairage, et je fais en sorte que mon discours soit simple. Je vais dire donc voilà, c'est à ça que je pense, et puis voilà. Et quatrième chose, je prends le micro et je vous parle. Voilà. Merci. Donc Larry, je voulais te remercier déjà pour justement le transfert de complaisance. Et c'est justement sur la fin, sur la conclusion, où on avait pu échanger justement sur partage de terre et partage de parole. Et justement, j'en étais revenu sur la discussion, c'était à la fois on peut être dans une dimension, dans un contexte spécifique qui est le nôtre, et le contextualiser, donc est à la fois dans le, on va dire, être circonstancié et circonstanciel. Donc hier j'étais rouge, aujourd'hui je suis vert et demain je peux être autre chose. Mais ce qui était intéressant par rapport à terre de parole, terre de partage, on a dit on peut partager la parole, mais lorsqu'il se concerne la terre, là ça va être compliqué de partager la terre. Donc sur quelle dimension en fait on a... C'est là où je dis oui, il faudrait peut-être repenser même le, on va dire, partage de terre, partage de parole. Et le transfert de complaisance, peut-être qu'il a été fini à partir du 4. Parce que justement, ça fait depuis un moment qu'il y a toujours 4 blocs. Les 2 blocs, enfin les 3 blocs même, on avait pu en discuter à la fois le bloc minoritaire qui va mal, donc cette jeunesse qui va mal, cette casquette-là de la jeunesse qu'on nous montre à chaque fois dans les médias. Les 2 autres blocs qui sont, on va dire, minoritaires, indépendantistes et loyalistes. Et ce 4e bloc, en fait, qui est dans ce transfert de complaisance. Ce bloc silencieux qui, tous les jours, voilà, comme on a pu en discuter, se lève le matin, va faire le ménage, le chauffeur de car, dernièrement les policiers aussi, où peut-être on ne donne pas des moyens, puis on va jeter la pierre sur eux. Et des fois aussi, on ne se remet pas en question par rapport à ce qu'on est. Donc c'est vrai que sur ce contexte-là,
peut-être qu'on devrait remettre en cause ce transfert de complaisance. Et dernièrement, j'ai pu aller à une autre discussion autour d'un livre, et c'était une rencontre radicale. Et peut-être le cadre, on a pu faire une rencontre radicale et se rendre compte aussi, donc avoir une crise de conscience et peut-être une acuité renouvelée. Donc peut-être pas être dans cette complaisance, parce qu'aujourd'hui, comme tu disais par rapport à l'équilibre, on n'est pas dans une symbiose. Donc épouser la vie. On nous impose un rêve dans notre vie. Donc finalement, le patron, le matin, quand il commence à parler à son salarié, le salarié participe au rêve du patron. Mais comment le patron peut aussi inclure le rêve du salarié à l'intérieur de sa démarche personnelle et donc collective? Donc comment peut-on à la fois dissocier l'individu de la personne? Donc c'est ces démarches aussi-là, dans les rencontres radicales qu'on peut faire et dans les dimensions de la diversité de l'état d'esprit et de la conscience, qu'on pourra aller vers une émancipation. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on se leurre et qu'on ne soit pas hypocrite. La dimension politique, elle est très importante. Parce que même si aujourd'hui le politique, c'est quand même un prestataire de services, donc par tout ce qui est économique, il faut qu'à un moment donné, la politique nous donne, on va dire, soit pourvoyeur de solutions. Aujourd'hui, on voit les limites de 30 ans de complaisance. Et peut-être que la rencontre est assez radicale avec cette jeunesse qui arrive, qui a cette compétence. Et on ne vit plus la modernité et la tradition. On est des éléments contemporains d'une dimension qui est la nôtre aujourd'hui, spécifique à la nôtre. Donc peut-être la complaisance, on va commencer à la mettre de côté. Mais justement, c'est pour une meilleure rencontre et se dire les choses véritables. Mais je pose la dimension politique, que c'est le politique qui doit être pourvoyeur. Souvent, on parle aussi des coutumiers. La coutume doit être aussi pourvoyeur de solutions et non justement un fossoyeur. Souvent, on essaie d'être conservateur, mais on est plus des fossoyeurs, comme dirait mon grand-père. Donc voilà, je te remercie pour le petit moment. Mais terre de parole, terre de partage, j'ai pas trop aimé. Voilà, merci. Bonsoir Larry. Merci de cette conférence. Et aussi, je me suis particulièrement délectée des jeux de mots qui résonnent dans notre cervelle et qui nous permettent de nous poser des questions. C'est très intéressant. Tu sais bien sûr que je suis beaucoup dans le monde des jeunes, puisque tu l'as expérimenté toi-même. Et ce que j'ai pu en tirer, c'est que il y a bien longtemps, puisque je suis plus toute jeune, les jeunes déjà étaient des créateurs et des inventeurs. Parce que lorsque nous allions en Nouvelle-Zélande, les jeunes, déjà, ils avaient inventé le vivre ensemble. Et vivre harmonieusement ensemble. Donc, ils avaient transcendé peut-être tous les problèmes qui les entouraient lorsqu'ils étaient en Nouvelle-Calédonie. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis enseignante et je suis impliquée dans le monde socio-éducatif. Je suis toujours impliquée. Et justement, ce qui est vraiment une richesse, c'est que ces jeunes qui vivent ensemble, ils créent des liens, et des liens qui perdurent même lorsqu'ils sont de retour sur le territoire. Et moi, je suis d'un caractère optimiste, heureusement d'ailleurs. Et je pense que ça, c'est une force, la force de créer des liens, et des liens de se relier aux autres. Et puis aussi, il y a une chose, enfin c'est autre chose que je voudrais évoquer. Bon, c'est vrai que quelquefois, on parle par polarité ou binarité, comme tu avais dit. Mais je pense que, par exemple, je vais prendre mon exemple, lorsqu'on est européen d'origine, et si on est ouvert aux autres, lorsqu'on vient ici, on devient métis, culturellement. Ou alors c'est que vraiment on a les oreilles bouchées et puis les yeux aussi, quoi. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Merci. Je crois aussi qu'on est prisonnier d'une certaine pensée scolaire. Vous savez, quand on dit vivre ensemble, le vivre ensemble, c'est ça, c'est-à-dire qu'on met des gens dans une même pièce et ils viennent avec leurs différences et on pense que le mélange il va prendre, que la sauce va prendre. Il n'y a pas très longtemps, c'était une certaine conception.
Et j'ai rencontré Pascal Tchibao qui m'a dit, mais peut-être qu'à l'heure actuelle, le contexte nous demande d'aller à la rencontre des gens. Voilà. Il y a deux façons de faire. Soit on s'invite dans un même espace, on va tous avec nos différences, ou soit on va à la rencontre de l'autre. C'est, je crois, la rencontre avec l'autre qui est souvent enrichissante aussi. En Calédonie, là je vais le faire, le schéma. Voilà ce que j'ai pu percevoir, parce que tout à l'heure tu parlais des reproducteurs. Voilà, je vais prendre ma main. Voilà. Il y a les anciens qui ont fait le choix de la liberté, comme on dit. Ils ont fait en sorte que leurs enfants, ils ont fait en sorte que se posent des outils et des institutions. Les enfants ont été en formation. La troisième génération a été en formation. Elle a fait fonctionner ces institutions et s'est rendu compte peut-être de ses limites. Et finalement, la jeune génération a rejoint le grand-père, ou le grand-père a rejoint la jeune génération, dans la mesure où l'inventeur, celui qui avait fait le choix de la liberté, a rejoint celui qui fait aussi le choix de la liberté. Voilà. Les deux inventeurs se sont rejoints. Voilà. On a produit le cycle humain en l'espace de 30 ans en Nouvelle-Calédonie. Oui, le temps est à la passation. Bonsoir. D'abord, merci pour tous ces mots, tous ces exposés. Et je veux dire, c'est vrai que ça fait du bien. Moi, ce qui m'a fait écho, surtout, c'est le binaire. Parce que j'ai l'impression que j'ai toujours connu que ça, que depuis des générations, puisque je suis d'ici, et voilà. Et en fait, mon rêve, ça serait justement qu'on n'ait plus, nous, Calédoniens, à se justifier de qui on est. Est-ce que j'ai du sang blanc, jaune, noir, etc. Est-ce que qui je suis? Et à chaque fois, on se justifie. La dernière fois, je regardais l'émission des Miss Calédonie. Miss Calédonie, quand elle se présente, elle dit moi, je suis à moitié tahitienne, je suis à moitié javanaise, etc. On est toujours en train de justifier de qui on est, d'où on vient, quelle est mon origine, parce que quelle est ma place. Or, moi, je rêve justement d'une société où, en fait, les jeunes ou n'importe qui, je m'appelle un tel, et puis c'est tout, puis j'ai pas besoin de dire qui je viens ou d'où je viens. Et je crois que le vivre ensemble, ça sera vraiment quand chacun de nous, on se sentira comme ça. Pour le moment, on se sent pas comme ça. Parce que à chaque fois, et encore, on dit mon père c'est ci, ma mère c'est ça, etc. Et d'où je viens, vous voyez ? Et c'est ça, en fait, ce que vous dites là, c'est comment on fait maintenant pour voilà, je suis calédonien, point barre, et puis j'ai pas besoin de me justifier, quoi, en fait. On a écrit un texte qui s'appelle l'identité dans tous ses états. Voilà. Et on a repris à peu près une trentaine de questions existentielles, des uns et des autres. Et à chaque fois, ce qui revient, c'est qu'on a besoin de légitimer sa place ici. Vous avez vu ? Moi, ça fait 8 ans que je suis là. Et toi, tu viens d'où ? Je viens de Strasbourg. Mais ça fait 8 ans que je suis là. On a toujours besoin de légitimer sa place, oui. Ouais. Je comprends tout à fait, quoi. Mais quand est-ce qu'on va comprendre aussi qu'on est de passage en Calédonie comme on est de passage sur Terre ? Bonsoir Larry. Bonsoir tout le monde. J'aimerais juste partager un peu avec vous. Lorsque j'étais venue tout à l'heure pour suivre la conférence, j'avais très faim. Et après cette conférence, j'ai l'impression d'avoir bien mangé. Je vais essayer de digérer tout ça à la maison. Je ne serai pas forcément d'accord sur tout, mais en tout cas, j'ai bien mangé. Et je vais essayer de digérer seule à la maison ce soir. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que, je ne sais pas pour vous, mais j'ai été séduite par la conférence. Parce que derrière le rationnel qu'il a voulu nous présenter de son exposé, il nous a livré son cœur en introduction. Et je ne sais pas pour vous, mais les conférenciers, excusez-moi,
sont très très rares ici sur les territoires à livrer leur cœur en introduction face à un large public. Donc j'ai trouvé ça courageux et je suis en train de me demander comment moi aussi individuellement je peux lui offrir quelque chose en retour. Je ne sais pas. En tout cas, j'ai été séduite par son introduction parce qu'il a ouvert son cœur. Et je voulais aussi partager avec vous que dans toutes les conférences que j'ai suivies, très rares sont celles où j'ai suivi une conférence avec de la rationalité et de l'émotion. La conjugaison de ces deux saveurs sont très très rares ici en Calédonie. Et je voulais partager ça avec vous et je suis encore très émue, ça se sent d'ailleurs dans mes mots. Et je voulais simplement dire merci et merci au public. J'ai partagé une belle soirée ce soir. Olé. Merci, Joja. Larry. Du coup, moi, on se connaît déjà. Du coup, j'aurais besoin d'une consultation. Je t'explique mon cas et est-ce que toi, tu peux transposer le transfert de compétences sur le cas que je vais t'exposer. Complaisance, pardon. Complaisance, pas compétence. Excuse-moi. Donc, je suis allé à Marais. Je suis allé avec Warren à Marais. On est parti justement pour rencontrer les jeunes à Marais qu'on n'a pas trouvés. C'était plutôt des vieux jeunes qu'on a trouvés. On s'est arrêté dessus une stèle. C'était la stèle de Yowene. Donc le petit geste, c'est l'énergie qu'on a dépensée, c'est le temps qu'on a donné, la disponibilité qu'on s'est donnée dans notre vie de travail professionnel, mais aussi notre vie familiale. On est allé à Marais. J'ai fait le geste devant la stèle. J'ai pris quelques photos. Je les ai postées sur Instagram. Sur Instagram, j'avais pris une photo d'un mec, pas d'un mec, mais de M. Yowene, qui était transporté par une personne mi-serpent, mi-esprit, qui transportait justement cette personne. Et de là, en fait, il y a quelqu'un qui a récupéré ma photo, qu'il a utilisée à son compte. Moi, du coup, dans ma perception, ce que je comprends déjà, c'est un sentiment particulier parce que cette photo-là, c'est une photo qui est vraiment symbolique pour moi. Très attachée aux valeurs coutumières, on va dire. Et du coup, sur cette photo, quand j'ai vu ce partage, ou pour ma part, ce vol en fait de ce que j'avais pris comme photo, est-ce que derrière ça, moi, déjà, quand je me situe dans ton schéma, est-ce que je suis à quel niveau en fait dans ce transfert de complaisance? Est-ce que ce sentiment-là, en fait, de dire que la personne a volé ma photo, est-ce que ça fait déjà partie du transfert de complaisance? Est-ce que quand je m'aperçois de cette chose-là et que je me remémore en fait les valeurs que j'avais mises sur cette photo-là, est-ce que moi, je suis dans ce transfert de complaisance, pas au niveau de l'émotionnel, mais de l'artistique? Parce que j'ai des compétences en photographie et j'avais pris en fait cette photo, c'était une belle photo et que je trouve que cette personne-là en fait me l'a pas signifié qu'elle avait pris cette photo. Donc, est-ce que tu peux me situer justement dans ce transfert de complaisance? Où est-ce que je suis? Est-ce que c'est bien ou c'est mal? Mais même aussi le fait de dire bien ou c'est mal, on est déjà dans un parti pris. Et sur ça, en fait, est-ce que moi, en fait, je suis empoisonné, on va dire, par ce transfert? Et comment je peux sortir de là? Voilà, merci. D'accord, Jean-Jacques. Oui, le transfert de complaisance commence dès lors qu'on arrive à dire « j'adore ton être à condition qu'il me serve. J'adore la différence à condition qu'elle me ressemble. J'adore ton mode de pensée à condition que tu penses comme moi. J'adore le travail à condition qu'il me divertisse. » Oui, dès lors que l'on se fait, on va dire, déplacer au niveau de notre être et de notre volonté d'être, voilà. C'est ça le transfert de complaisance. C'est la façon dont l'environnement, les normes, les principes, les cases, les uns et les autres, le comportement, nous séparent de nous-mêmes.
Est-ce que tu t'es senti séparé de toi-même? Voilà. D'accord. Une autre consultation peut-être. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, voilà. Larry, mon ami, merci d'être là ce soir. Merci pour cette transmission, ce partage. On a eu pas mal d'échanges autour d'un café et on a discuté de ces thématiques déjà maintes fois. Mais tu as parlé d'identité multiple tout à l'heure, comme quoi on pouvait voir des jeunes, par exemple, Viet faire du hip-hop ou Mélanésien faire de la comptabilité. Et donc reconnaître le monde dans l'humain. Tout ça au prisme du smartphone actuellement, c'est sûr, ça va très vite. Et comment, donc, par cette identité multiple, comment ne pas s'arrêter aux a priori? Les a priori sont faciles. Et, excusez-moi l'expression, on fait souvent le délit de sale gueule parfois. Oui. Moi le premier. Et je te donne un exemple, pas plus tard que le lendemain du référendum. Je me suis retrouvé dans une ruelle et on s'est croisé avec un jeune. Il avait la capuche, j'avais une chemise. Et puis on a fait des grands yeux, on a fait un pas de recul, lui et moi. Et puis moi, mon réflexe a été lui faire un « il est bon » avec mon pouce. Il m'a répondu « bonjour monsieur, bonne journée ». Et là, c'est là où tu vois qu'il y a l'autre, c'est toi. L'autre, c'est toi, car on est le miroir de la personne qu'on a en face de nous. Car si on se comporte bien avec une personne, elle se comportera bien en retour. Donc c'est ça. Donc voilà, la question, c'était comment ne pas s'arrêter aux a priori qui sont si simples et aux raccourcis. Merci. Voilà, je me permets de dire ça. Je pense que c'est humain, hein. C'est carrément humain. La nature humaine, elle est comme ça. Dès qu'elle voit quelqu'un, capuche ou pas capuche, c'est tout le temps comme ça. C'est qu'on considère l'autre peut-être comme une menace pour son identité. Vous vous rappelez, là, dans cet espace-là, lorsque vous êtes rentrés, les uns et les autres, vous avez calculé, je ne vais pas m'asseoir à côté d'elle, je ne vais pas m'asseoir à côté de lui. Enfin, vous avez parce que ça correspond à deux choses. Le maintien de son identité et le sentiment de mise à l'aise. Le maintien de son identité, je me reconnais dans l'espace, et le sentiment de mise à l'aise. Voilà, ça tape au niveau du ventre. Ce qui se passe à partir de ce moment-là, c'est que la nature humaine, elle considère peut-être l'autre dans les premiers contacts, plongé dans un nouvel environnement, avec des nouvelles personnes. Ce qui se passe, c'est qu'on aura peut-être tendance à vouloir préserver son identité, et le meilleur moyen, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est de rejeter autrui. Après, dans un deuxième temps, tu te mets à le jauger, à l'analyser, à voir les choses. Bon, ça se passe bien, ton ventre, il se porte bien, un sentiment de mise à l'aise parfait. Et tu passes au troisième temps, qui est soit de le rejeter, ou soit de combiner. Soit de le rejeter, ou soit de l'accepter. C'est la nature humaine, tout simplement. Et c'est vrai que, voilà, pour rebondir vis-à-vis de ce que tu as dit, là, juste après là, le 4 novembre, j'ai décortiqué aussi, on a écouté l'ensemble des discours politiques, et c'est là qu'on s'est rendu compte d'une chose. Si tu considères l'autre comme une menace pour toi, il ne faut pas s'étonner qu'un jour la menace vienne frapper à ta porte. Par contre, si tu es envieux de l'autre, eh ben, tu deviens ta propre victime, avec l'idée qu'il n'y a aucun colonisé qui ne soit colonisé de lui-même. Voilà la puissance des choses. C'est pour ça qu'il y a une espèce d'équilibre à avoir. Et pour ça, peut-être il faut sonder la nature humaine. Et la nature humaine est faite, bien sûr, hein, dès que je vois l'autre, peut-être que je le considère comme une menace, mais tu as raison, c'est peut-être un ami. Bien joué. Bien, écoutez, s'il n'y a plus d'autres questions, je voudrais moi aussi te renouveler mes remerciements, Larry. Jeannette a été séduite, mais je crois que ce n'est pas la seule. On avait indiqué en introduction que c'était a priori atypique, ça l'a été. Jeannette l'a dit aussi, à la fois dans l'émotion et dans la rationalité, ce qui, je confirme, pour en avoir vu beaucoup des conférenciers, est plutôt rare. Donc doublement merci. J'aurais aimé que tu nous gratifies d'une chanson, puisque tu l'as fait tout à l'heure pendant les tests. Je ne sais pas si les gens quitteront la salle avant que
tu te sois exécuté. Larry? Fais comme si on n'était pas là. Ok, d'accord. Je suis sous la douche. On peut baisser la lumière? Thomas? S'il te plaît. C'était pas prévu, je vous le jure. Oh no, here comes that sun again. That means another day without you, my friend. And it hurts me to look into the mirror at myself. And it hurts even more to have to be with somebody else. And it's so hard to do and so easy to say. But sometimes you just have to walk away. And a headphone don't. We just walk away. Voilà. Un grand merci et à l'année prochaine.